Très heureux de vous retrouver, madame, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. À l'occasion de la journée internationale de la baleine, coup de projecteur sur ces géants des mers, symbole à la fois de majesté et de fragilité entre chasse persistante et exigence de protection environnementale. La planète est appelée à choisir définitivement son camp. Direction l'Itourie, où la question sécuritaire reste au cœur des préoccupations. À Bunia, le processus PDDRC, appuyé par OCHA, fait l'objet d'une évaluation entre cette agence des Nations Unies et le gouverneur militaire Luboyan Kachama. Désarmement, réinsertion, assistance humanitaire, où en est réellement la stabilisation de la province. Enfin, en sport et débat national, le combat annoncé entre Martin Bacolé et Tony Yoka fait vibrer les amateurs de la boxe, mais il suscite aussi une question plus large dans un contexte de défis multiples comme la sécurité et le social des Congolais. Quelles doivent être les priorités de la République? On nous dira davantage dans ce journal. Voilà tout pour les grands titres de cette édition. Leur développement, c'est maintenant. Journée internationale de la baleine, célébrée chaque 19 février. Un coup de projecteur est porté sur ces géants des mers, longtemps menacés par la chasse intensive. Si le moratoire instauré par la Commission baleinière internationale a marqué un tournant historique, les baleines restent aujourd'hui confrontées à des nouveaux dangers, surtout maritimes, pollution et dérèglement climatique partout dans le monde. Associations et scientifiques se mobilisent pour rappeler l'urgence de protéger ces espèces emblématiques et préserver l'équilibre des océans. Texte Moudé. C'est à Hawaï, aux États-Unis d'Amérique, en 1980, que la baleine, cette géante des océans, a été portée en honneur jusqu'à se voir attribuer une date symbolique, le 19 février de chaque année. Le but poursuivi est de sensibiliser le public à la protection de ce mammifère marin longtemps décimé par la chasse industrielle. Pendant près d'un siècle, des millions de baleines ont été tuées pour leur huile et leur viande. Un tournant majeur est intervenu en 1986 lorsque la Commission baleinière internationale adopte un moratoire sur la chasse commerciale. Une décision historique qui a permis à certaines espèces comme la baleine à bosse de se reconstituer progressivement. Mais aujourd'hui, les menaces ont changé de visage. Collision avec les cargos, pollution plastique, achevêtrement dans les filets de pêche, sans oublier les réchauffements climatiques qui modifient les routes migratoires et raréfient les ressources alimentaires. La baleine bleue, le plus grand animal vivant sur Terre, reste classée parmi les espèces en danger. Dans plusieurs régions du monde, scientifiques et associations multiplient les initiatives de protection des baleines. Programmes de suivi par satellite, limitation de la vitesse des navires dans certaines zones, opérations de nettoyage des littoraux. Objectif, réduire l'impact des activités humaines et mieux comprendre ces espèces encore largement méconnues. Au-delà de la protection d'un symbole, c'est un écosystème qui est mis en jeu. Les baleines jouent un rôle clé dans la régulation du climat et la santé des océans. Le préserver, c'est aussi protéger l'équilibre de la planète. Vous l'avez compris, la baleine est très indispensable dans la protection de l'environnement et surtout dans ce monde qui se métamorphose avec le changement climatique. À mission au Cotonou, au Bénin, Dieudonné Kamouleta Badibanga, le président du Conseil supérieur de la magistrature, a participé aux travaux des 21e assises de l'Association africaine de haute juridiction francophone, tenues du 16 au 17 février 2026 en terre béninoise. Au cours des assises, le numéro 1 du Conseil supérieur de la magistrature a réaffirmé son engagement en faveur de la coopération judiciaire internationale, considérée comme levier de rayonnement des juridictions de la République démocratique du Congo. Trésor Corneille Tambi pour les commentaires. En véritable pèlerin du dialogue judiciaire entre les hautes juridictions africaines, Dieudonné Kamouleta a pris part aux travaux des 21e assises de l'Association africaine de haute juridiction francophone. En marge de ces assises, un colloque international s'est tenu à l'hôtel Sofitel de Cotonou,
autour du thème « La protection juridictionnelle de droits fondamentaux en contexte de crise sécuritaire ». Au regard de sa réputation d'homme de droit et de praticien chevronné du droit constitutionnel en Afrique, il a été désigné pour présider une session consacrée au sous-thème « L'office du juge entre exigences de sécurité et protection des droits fondamentaux ». Les échanges issus de ce panel ont été d'une grande richesse, nourris par le partage d'expériences comparés par une réflexion approfondie sur les enjeux démocratiques liés à la gestion des crises sécuritaires, mettant en lumière le rôle essentiel du juge comme garant de l'équilibre entre la sauvegarde de l'ordre public et la préservation des droits fondamentaux, condition indispensable à la consolidation de l'état des droits. Cette participation active aux instances décisionnelles de l'association illustre clairement l'application soutenue de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo dans les grandes plateformes de coopération judiciaire de l'espace francophone africain. Il s'agit d'un engagement stratégique, contribuer à l'orientation des réflexions, au renforcement du dialogue des juges et à la consolidation des mécanismes communs de protection des droits fondamentaux sur les continents. Je l'ai annoncé à l'entame, une délégation de OCHA conduite par Anne-Marie Ndombi, la directrice adjointe du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, séjourne à Bunia pour évaluer la situation sécuritaire en Ituri. Dans les échanges avec le gouverneur militaire, il a été question d'évaluer la protection des civils, le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion pour la stabilisation de la province de l'Ituri. Reportage. Les échanges entre Madame Jeanne-Marie Ndombi, directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et les gouverneurs militaires ont essentiellement porté sur la protection des civils ainsi que sur les questions des désarmements, des démobilisations, réinsertion et stabilisation. Nous, droits de l'homme, nous avons une part à jouer parce que quand on parle de la protection des civils, les droits de l'homme sont au cœur de la protection des civils. Donc l'objectif de cette visite, c'est vraiment de nous engager avec les différentes parties prenantes, à commencer par le gouverneur pour réitérer les messages de collaboration, d'appui aux autorités. À cette occasion, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a réitéré son engagement à accompagner l'administration militaire de l'Ituri, notamment en apportant des réponses appropriées aux populations affectées par les conflits armés, en particulier celles victimes des récentes attaques des Boulets. Nous avons parlé globalement de la situation, surtout la situation qui se développe en ce moment à Boulets, avec les attaques, à quel point est-ce que la population est affectée, mais aussi la réponse militaire, et on a vraiment mis l'accent sur les différents domaines de réponse. Les réponses ne peuvent pas être que militaires, elles sont aussi non militaires, donc on est au cœur des réponses civiles et nous faisons partie de cette réponse civile-là. Et notre rôle dans cette situation, c'est aussi de comprendre la situation des populations affectées, des déplacés internes, de pouvoir porter à la connaissance des autorités les abus ou les violations que nous constatons. Engagée sur tous les fronts, l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni ne se limite pas à lutter contre l'insécurité. Elle œuvre également pour le respect des droits de l'homme et pour que justice soit rendue aux milliers de personnes victimes des actes criminels perpétrés par les groupes armés depuis plus d'une décennie dans cette province placée sous état de siège. Sécurité, on en parle encore, mais cette fois-ci, dans la province du Kasaï oriental, nous sommes au centre du pays, alors que le sujet fait parler de lui. Au regard de son ampleur, à Kinshasa, le caucus des députés nationaux issus de cette province rencontrait le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Il leur a rassuré de la mise en œuvre des réformes de la police nationale congolaise et de la dotation des véhicules tout-terrain et bus anti-émeute pour renforcer la mobilité ainsi que la capacité d'intervention des unités de la police. Écoutez le président du caucus des députés nationaux du Kasaï oriental à l'issue des échanges.
Nous avons sollicité cette audience il y a 48 heures. Nous voilà que nous sommes là et nous y sortons contents parce que nous avons parlé de la sécurité et de l'état de la police nationale congolaise dans la province du Kasaï oriental, et principalement en ce qui concerne la logistique. Nous avons été surpris par sa réponse pour dire que les véhicules qu'il manquait hier pour la mobilité dans la ville de Mbujimaï et dans nos territoires, il y a une promesse ferme que d'ici 2 semaines ou 3 semaines, si Dieu le veut, que ces véhicules seront disponibles. Il en est de même que des véhicules communément appelés Kabasele, qui vont aussi être distribués dans la ville de Mbujimaï, et sans oublier aussi les véhicules Kamaz pour le transport des troupes. Et au-delà de cela, on a parlé de la paix que nous devons nécessairement imposer dans le territoire de Katanda. Et il nous a promis que non seulement ce n'est pas notre souhait, mais c'est déjà dans son agenda. Et que bientôt, ces équipes descendront sur place. Il venait de signer une directive il n'y a pas une semaine pour pouvoir commencer à mettre en pratique les résolutions qui ont été prises pour la sécurité dans les territoires de Katanda. La sécurité, on en parle aussi sur la voie publique. Le ministère des Transports voit des communications et des enclavements interdit l'usage de feux non conformes au code de la route, notamment les éclairages LED installés sans respect des normes et susceptibles d'éblouir les autres usagers selon un communiqué rendu public mercredi à Kinshasa. Cette décision est saluée par plusieurs conducteurs qu'on appelle à Kinshasa chauffeurs. Reportage. Les phares mal réglés ou trop puissants provoquent l'éblouissement des usagers en sens inverse et augmentent les risques d'accidents, la nuit comme les jours. C'est dans ces contextes que les chauffeurs des taxis et mototaxis saluent la décision du vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Décision ministre Zui pour la lumière au chauffeur. Je salue la décision du ministre, car certains chauffeurs dont le phare sont endommagés le remplacent par ces lampes LED. Parfois, cela nous empêche de bien voir la route. Parce que ça a des dérangements trop surtout na butu. À partir de la méthode J'espère que cette décision sera respectée. Nous n'avons aucune protection lorsque nous roulons. Et ces lampes, une fois allumées, peuvent nous exposer à des accidents. On voit parfois des personnes qui ne sont ni autorités équiper leurs véhicules de multiples lampes LED, comme pour intimider les autres usagers. Les autorités rappellent que toute modernisation doit respecter les normes en vigueur, car la sécurité routière demeure une responsabilité collective. Voir et être vu sans mettre les autres en danger. Les conducteurs ont jusqu'au 1er mars pour se conformer à la loi. Emprunter l'avenue du 24 novembre, actuellement avenue de la Libération, dans son tronçon rond-point Moulard, Selembao, ce n'est plus possible depuis plus d'une année déjà. Et l'exercice des activités commerciales est du coup compliqué par les habitants et surtout pour les habitants de Bandalungwa, Bumbu, Ngiringiri. Déborah Petit, Eric Makanzou sont passés par là. Regardez le reportage. Lancés il y a plusieurs mois, les travaux de réhabilitation de ces tronçons peinent à évoluer. Rien n'avance, tout est à l'arrêt. Le constat reste alarmant. Chaussées dégradées, amasses de pierres abandonnées et flaques d'eau stagnantes rendent la circulation difficile aussi bien pour les véhicules que pour le piéton.
ba me ko aider biso fait dit ba le la biso moni na travail ba le so batu o ba ko travailler bien na ndenge nini bango ne ba travailler so ko beka ba 15 ba heure nini ba kati na ba misala ba so me ate pour na sala mais ngana bi mo misala pronso ba sala ngo ba to butu bazali ba to tongo pe bazali mais à vrai dire musala ezate musala e bandi lelo te nazo yebisa kaka bo gouverneur de la ville, c'est lui le représentant ya chef de l'état na ville ya Kinshasa atelema ngana linga bato ba critique ba tout ko finga non donc atelema a créé service et a suivi. Les riverains dénoncent la lenteur dans l'exécution des travaux et s'interrogent sur la suite du chantier. Ils proposent également des solutions aux équipes commises à cette tâche, notamment le renforcement du personnel et l'accélération du rythme d'intervention. Moussa les autres malembe, mais Moussa zaki na ba moi, mais comme il est non ba anes, et c'est pas bon, hein? Mbongo ndezo bima, c'est comme mbongo zo bima, bazwa batu ba bakisa batu na musala, place bazali ko tia 5, ba comme ata 20. Zo mona bazo zwa batu muke po bango ba lia mbongo ebele, mokonza mboko zo bisa mbongo ebele, mais bango bazo linga susu ba lia mbongo ebele ba futa batu muke. Il s'est de rappeler que l'ouvrage était initialement prévu pour 6 mois alors que le délai dépasse déjà une année. Encore un saut dans l'espace grand oriental, précisément à Banalia, l'un des territoires de la province de la Chopo, qui sera bientôt électrifié, un acte du gouvernement central qui soulage cette partie du pays oubliée depuis l'époque coloniale. Le go pour les travaux de construction a été donné par l'exécutif provincial Trésor Corneille-Tambi. Ce projet d'électrification de Banalia marque un nouveau tournant dans le cadre du développement de ce coin du pays, longtemps laissé à son propre triste essor depuis l'époque coloniale. Ce mini-barrage en cours de construction sur la rivière Abolokoa est d'une capacité de 4 MW et pourrait desservir tous les chefs-lieux de ces territoires. Lancés il y a peu, les travaux ont atteint un niveau considérable de réalisation grâce à l'appui du gouverneur de la Chopo, Paulin Lendongolia, bon élève de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dès mon arrivée, j'avais pris l'option de construire des mini-centrales dans les 7 territoires de la province de la Chopo. Et en fait, Banalia n'est qu'un territoire pilote. Nous avons commencé ici. Vous-même, vous avez vu les travaux déjà réalisés. Aujourd'hui, je vous fais une découverte. J'aime bien faire les choses sérieuses. À Kisangani, vous avez vu, depuis la colonisation jusqu'à ce jour, aucun bureau de quartier n'a été construit. Et nous avons eu à lancer ces travaux de construction pour la première phase de 33 bureaux de quartier. Depuis la colonisation, l'indépendance jusqu'à ce jour, aucun territoire n'a bénéficié d'infrastructures électriques comme ça. Et nous avons pris cet engagement pour le faire. Les travaux avancent bien, vous avez vu vous-même, n'eût été les turbulences politiques que nous avons eues en province, on aurait déjà dit finir ces travaux et ces voyages seraient pour l'inauguration. Nous avons y acheté une turbine qui est déjà Kisangani avec tout ce qui doit accompagner la turbine pour la production de l'énergie. Et donc désormais, de notre passage ici, de retour, on va commencer les travaux. Et donc pour finaliser tout ce qui reste. Ce qui reste, c'est peu par rapport à ce que nous avons déjà réalisé. Ici, il est signalé que ce vaste programme d'électrification s'étend dans tous les 7 territoires de la province de la Chopo avec le financement du gouvernement provincial. En dehors de nos frontières, c'est depuis le 18 février que la République gabonaise connaît la suspension des réseaux sociaux sur l'ensemble de son territoire national, une décision motivée par certaines bavures. Plusieurs Gabonais n'ont pas accueilli positivement cette décision. Précision avec Moinbar. Sans désigner les plateformes concernées, le porte-parole de la haute autorité de la communication gabonaise, Jean-Claude Mendom, a expliqué que certains contenus risquaient d'engendrer des conflits sociaux ou déstabiliser les institutions. En janvier et février, le président gabonais Brice Clotaire Obiangema a été confronté à sa première vague de constatations sociales avec une grève des enseignants qui a duré plus d'1 mois.
Selon Jean-Claude Mendom, son institution constate sans regret la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur les territoires gabonais. Des contenus inappropriés, diffamatoires, injurieux, portant atteinte sur la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l'honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité du pays et à la sécurité nationale. Reste à savoir que cette décision pourrait engendrer comme des conséquences au sein de la population gabonaise déjà accro aux réseaux sociaux. En sport, les travaux des constructions du stade moderne Edi Diofa ont franchi une étape significative avec un taux d'exécution physique estimé à 21% en février 2026. Ce projet d'envergure inscrit dans le cadre du programme sino-congolais suscite un vif espoir au sein de la population locale, impatiente de voir cette infrastructure sportive livrée dans les prochains mois. Méchac Lofaka. Lancés au mois de juin de l'année dernière, les travaux de construction du stade moderne de Diofa évoluent à un rythme soutenu. Placé sous la haute autorité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le projet affiche à ce jour un taux d'exécution physique de 21%. Une avancée significative pour cette infrastructure d'envergure, inscrite dans le cadre du programme sino-congolais et qui suscite déjà un espoir dans la population locale. Située dans la province du Kwilu, au sud-ouest de la RDC, les chantiers progressent avec la réalisation des caniveaux, de fosses septiques, de murs de clôture, ainsi que des systèmes de drainage autour du stade. À ces jours, les équipes techniques concentrent leurs efforts sur les travaux de bétonnage, notamment le coulage des colonnes dans la zone 4, ainsi que le montage des échafaudages dans les zones 4, destinées à accueillir le grand public. À terme, le stade moderne de Diofa ne sera pas seulement un symbole du développement sportif, mais également un véritable levier de croissance économique pour cette partie du pays. Près de 4 ans après leur premier duel à Paris en France, les boxeurs Martin Bacolé et Tony Yoka font parler d'eux sur les rings virtuels des réseaux sociaux, enflammant ou enfilant plutôt des clashs l'un contre l'autre. Les deux protagonistes ouverts à un autre combat, cette fois-ci à Kinshasa, ont été reçus tour à tour par le ministre des Sports. Mais la question se pose, la République démocratique du Congo peut-elle encore se permettre de payer un tel spectacle après les contrats avec l'AS Monaco et le FC Barcelone? Jade Mbiango s'est penché sur ce questionnement. Bacolé coming in much heavier, just shy of 277 pounds. Le temps monte, les punchlines pleuvent et les rings virtuels de réseaux sociaux saturés. Martin Bacolé et Tony Yoka ont engagé les hostilités à distance bien avant le premier gong de leur probable deuxième combat. Si l'affiche fait rêver les amateurs du noble art, il y a à craindre que les trésors publics puissent de nouveau trembler. Après avoir décaissé des millions d'euros pour voir le slogan « RDC cœur de l'Afrique » s'afficher sur les manches des maillots de l'AS Monaco et les maillots d'entraînement du FC Barcelone, les ministères de sport se montrent de plus en plus prêts à remettre la main à la poche. La question est désormais frontale. La République peut-elle encore se permettre de financer ce spectacle alors que le sport national à la base manque de tout? Un championnat national de football essoufflé déjà au décollage, un manque criant d'infrastructures sportives de qualité ne présente-t-il pas un tableau plus urgent qu'un spectacle des pugilistes en quête d'une gloire personnelle? Pour des analystes, engager l'argent de la République pour un combat professionnel serait donc une erreur de casting budgétaire, du moins pour l'instant. À l'heure de la rationalisation des dépenses, le ministre des Sports est appelé à changer de paradigme. Un Bacolé Yoka à Kinshasa est un produit commercial. Droits de télé, sponsoring privé, billetterie premium. L'événement a des épaules pour s'autofinancer. Pour ce faire, souligne-t-on, le rôle de l'État doit être celui de facilitateur, de garant de la sécurité, mais en aucun cas celui de bailleur principal de fonds. Tony Yoka to century. Yes, sir. Okay.
Ainsi s'achève cette livraison. Pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, revoici les grandes lignes. À l'occasion de la journée internationale de la baleine, coup de projecteur sur ces géants des mers, symbole à la fois de majesté et de fragilité entre chasse persistante et exigence de protection environnementale. La planète est appelée à choisir définitivement son camp. Direction l'Ituri, où la question sécuritaire reste au cœur des préoccupations. À Bunia, le processus PDDRC, appuyé par OCHA, fait l'objet d'une évaluation entre cette agence des Nations Unies et le gouverneur militaire Luboya Nkashama. Désarmement, réinsertion, assistance humanitaire, où en est réellement la stabilisation de la province? Vous avez suivi la réponse dans ce journal. Et enfin, sport et débat national, le combat annoncé entre Martin Bakolo et Tony Yoka fait vibrer les amateurs de la boxe, mais il suscite aussi une question plus large dans un contexte de défis multiples comme la sécurité et le social des Congolais. Quelles doivent être les priorités de la République? Merci de votre sympathique attention et très bonne soirée chez vous. Au revoir.